Camille Sari, auteur d'un nouvel ouvrage paru en août 2023 et qui s'intitule Valeur relative de la monnaie et taux de change vers la fin de l'étalon dollar. Pourquoi ce livre? Certains vont penser que ça coïncide avec les propositions des BRICS et de certains pays qui veulent dédollariser leur monnaie. Peut-être que certainement il y a un lien théorique, un lien de travaux faits par les uns et les autres, mais cette question de la domination du dollar et du taux de change ne date pas d'aujourd'hui dans mes travaux. Tout au long de mon parcours, j'ai observé, travaillé sur cette question des taux de change mais évidemment, il y a toujours un lien avec le niveau des prix, avec les taux d'intérêt, avec la balance commerciale, avec la balance des paiements, avec le chômage, avec la croissance économique. On le voit tous les jours, comment l'inflation commande les taux d'intérêt dépendent du niveau de croissance économique, des salaires, ce qu'on appelle les boucles prix-salaire, les boucles taux d'intérêt, taux de change, balance des paiements, balance commerciale. Évidemment, ça a coïncidé avec un plaidoyer que j'ai défendu, c'est de critiquer le système de Bretton Woods qui est basé sur la domination du dollar. Et je cite souvent ce qu'a dit l'ancien responsable du Trésor états-unien, le dollar c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Et depuis, ça n'a pas changé. Les États-Unis, c'est le seul pays qui accumule des milliers de milliards de déficits en toute impunité parce que il y a la Banque centrale états-unienne, la Fed, la Federal Reserve, qui finance en quelque sorte le Trésor, mais qui achète les obligations de l'État états-unien, et ça s'amoncelle, ça s'accumule. Les États-Unis, c'est le seul pays qui peut infliger des sanctions à des pays non amis, entre guillemets, au cas où on utilise le dollar dans le financement de ces pays-là. Le livre propose un concept que j'ai moi-même initié, puis que j'ai approfondi, c'est ce qu'on appelle la valeur propre de la monnaie et la valeur relative. Je pars de la considération suivante, c'est que le taux de change est équivalent à la valeur relative de la monnaie et plus ou moins la spéculation, ce que j'appelle epsilon t, c'est les variations dues au marché. Ces variations sont dues à la spéculation, parce que c'est des marchés libres. On le voit tous les jours, le dollar monte et descend toutes les minutes, toutes les secondes. Des fois, ça n'a rien à voir avec les fondamentaux, ce qu'on appelle les fondamentaux, avec l'assise économique du pays. Donc, il y a ce facteur spéculatif, mais que si on l'enlève, normalement, euh, la monnaie ou le taux de change doit être équivalent à la valeur relative. La valeur relative d'une monnaie, c'est le rapport entre la valeur propre de la monnaie d'un pays A et la valeur propre de la monnaie du pays B. Et ça, c'est la valeur relative qui fait abstraction de la spéculation. Et cette valeur relative qui est incarnée par ce rapport, elle est liée à des fondamentaux. La croissance économique, la balance commerciale, la balance des paiements, les taux d'intérêt, l'inflation, etc., etc. Tout ça, ça nous donne une corrélation entre la puissance économique d'un pays et sa monnaie. Et c'est pour ça qu'il y a des pays qui peuvent imposer leur taux de change. Et j'ai toujours soutenu que les États-Unis sont ce qu'on appelle price taker, c'est-à-dire c'est eux qui dominent leur monnaie. Mais
Certes, cette monnaie, elle est définie par le marché, mais les États-Unis peuvent intervenir via les taux d'intérêt et aussi via les réserves de change. Ils ont une masse de liquidités de centaines de milliards pour intervenir, pour casser la spéculation s'ils le veulent. Donc le marché le savent et ils suivent un peu les indications qui peuvent être données par la Fédérale Réserve, par la politique monétaire états-unienne. Une fois qu'on a défini cette valeur relative, pour moi, c'est l'argument essentiel pour aller vers une définition d'une monnaie commune entre un ensemble de pays pour se passer du dollar. Comment ça se passe? C'est que soit dans une zone, et je cite la zone arabe, la zone économique arabe qui n'existe pas, mais qui, une fois fondée, peut utiliser une monnaie commune. Cette monnaie commune, elle serait définie par la valeur relative des monnaies, mais elle ne sera appliquée que dans les transactions entre les pays arabophones. Et chaque pays conserve sa monnaie. Chaque pays conserve sa monnaie. Mais dans les transactions, on peut imaginer que cette monnaie commune va solder 1 milliard d'un côté, 1 milliard 700 millions de l'autre côté. Et s'il reste un reliquat, parce quand il y a des échanges, il y a toujours un déficit ou un excédent, on le règle via cette monnaie commune. Il y a également, je cite dans le livre, l'aspect de monnaie de facturation entre pays. Ce sont des accords, par exemple entre l'Arabie saoudite et la Chine. Il y a un consensus pour utiliser, c'est pas encore généralisé, mais c'est un début d'utiliser le yuan chinois ou le rial saoudien dans les échanges binaire entre les deux pays. La Russie le fait avec l'Inde, avec l'Iran, avec la Chine. Et puis les BRICS veulent créer une monnaie commune, mais ils ne sont pas d'accord sur la composition, sur quoi on va se baser pour créer cette monnaie commune. Donc là, je donne des indications sur les propositions des BRICS et on voit que depuis la publication du livre, il y a déjà l'ébauche de l'élargissement des BRICS et on voit que tous les conflits internationaux, que ce soit la guerre à Gaza, en Ukraine, etc., plaident en faveur je ne dis pas une déglobalisation, mais de la constitution de blocs qui veulent faire face à ce qu'on appelle l'Occident, les États-Unis et l'Europe, pour un peu peser dans la balance. Il y a des puissances qui émergent, qui montent et qu'il faut coopérer. Et ça, c'est l'objet d'un livre précédent que j'avais publié chez l'Harmattan, qui s'appelle Afrique, Machrek, Union européenne, la trilatérale du XXIe siècle, c'est-à-dire la nécessité de plus de coopération nord-sud, est-ouest, la nécessité de renforcer le potentiel industriel de pays comme les pays africains et qui deviennent aussi des clients et des partenaires solides pour l'Europe, par exemple, et que la domination telle qu'on l'a connue avant ne donne pas de résultat, ne donne que l'instabilité, les guerres et aussi des perturbations dans la chaîne de valeur, la chaîne de solidarité, la chaîne des coopérations économiques mutuellement avantageuses.